Bien, bien. Alors bonjour à tout le monde. Je me présente Jean-François Camps. Je suis ancien chercheur en psychologie cognitive à l'INSPE de Toulouse et j'ai la lourde charge de débuter cette matinée pour aborder la question de cette ambition scolaire et dans le cadre de cette politique, comment comment soutenir, développer l'ambition des élèves dans leur projet scolaire, puis leur projet d'orientation. Et pour ce faire, je, je me suis appuyé sur une définition de l'Académie des sciences où l'ambition pourrait être renvoyée à un désir de s'élever pour réaliser tous les possibles de sa nature. Et cette idée, elle est intéressante au sens où elle va conditionner un certain nombre de comportements qu'on voudrait proactifs. On voudrait que les jeunes, par leur ambition, puissent s'engager dans une démarche, qu'ils soient motivés dans leur scolarité avec cette finalité qui est les aspirations professionnelles. J'aime bien ce concept d'aspiration professionnelle au sens où Murat et Rocher ont montré qu'elles avaient une influence sur les orientations scolaires, indépendamment de facteurs individuels comme l'origine sociale, comme le genre, comme des besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais essayer de vous apporter un certain nombre de résultats de la recherche sur quels sont les facteurs qui pourraient influer sur cette ambition, qui pourraient soutenir cette ambition dans le cadre de l'orientation scolaire. Et pour débuter, j'avais envisagé de vous montrer, pour caler un petit peu les cadres théoriques dans lesquels je vais m'exprimer, un petit peu les trois grands domaines théoriques autour de l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle, puisque c'est principalement dans cet esprit-là que je vais m'exprimer tout à l'heure. Et donc, c'est un petit peu historique au départ. On va trouver des modèles théoriques qui tendent à appareiller des caractéristiques individuelles. Et vous avez un acronyme RIASEC. Donc, si je regarde dans le détail, le R, c'est pour réaliste, investigateur, artistique, social, etc. Et donc, John Holland avait essayé d'associer trois caractéristiques individuelles à des domaines professionnels. On était dans une conception plutôt de compétences, développement de compétences professionnelles avec des traits de personnalité. Ce modèle a été longtemps utilisé et continue à être utilisé dans des domaines RH, avec bien sûr des aménagements, mais on a vu se développer justement avec les travaux de Super une autre idée, c'est-à-dire le développement. On est dans une approche très constructiviste ou constructionniste type piagétienne. Cette idée qu'au cours du développement, les jeunes vont pouvoir acquérir un certain nombre de compétences. Et je pense à Savika qui a montré, entre autres, 5 niveau de développement vocationnel. Je vais vous les citer: la croissance, l'exploration, l'établissement, le maintien, le désengagement. Et donc, dans cette idée de théorie développementale, au cours de cette orientation scolaire, voire orientation professionnelle, il détermine en fonction de la maturité du jeune, de ses expériences de vie, de ses réussites, comment il va pouvoir développer ces différents éléments. Et puis la dernière théorie qui sera le cœur de mon propos, c'est la théorie socio-cognitive appliquée à l'orientation. Donc cette théorie socio-cognitive appliquée à l'orientation, je la renvoie à Albert Bandura. Albert Bandura avait à l'origine essayé d'exprimer une relation, une interaction, et c'est le modèle que vous avez en haut à gauche, entre donc des comportements donc dans le cadre de l'orientation ou dans le cadre de l'apprentissage. L'expression de comportement, elle était en interaction avec l'environnement. L'environnement qui peut être
de l'accompagnement, qui peut être des obstacles, qui peut être toute expérience qui va venir moduler les comportements exprimés. Et les comportements exprimés, en retour, vont avoir une influence sur l'environnement du jeune. Et ce que Bandura a mis en avant de manière plus particulière, c'est l'idée que les facteurs personnels viennent interagir aussi bien au niveau de l'environnement que des comportements. Cette triade mis en évidence avait comme vocation d'expliquer l'engagement, d'expliquer la participation, d'expliquer les choix, les prises de décision de ces jeunes apprenants. Il a proposé d'ailleurs les concepts d'agentivité, ce concept qui caractérise le pouvoir d'agir. Et quels sont M. Djemal a évoqué le sentiment d'efficacité. C'est un des concepts de ce modèle triadique de Bandura. Je vais le développer par ailleurs. Cette connaissance de soi, et on verra dans les autres critères, qu'au-delà des compétences intellectuelles, compétences cognitives, au-delà des compétences académiques, un élément qui ressort beaucoup sur ces 10 dernières années va renvoyer aux compétences de contrôle de soi et aux compétences, on verra, non académiques. Et donc, de ce modèle de Bandura, vous avez des modèles comme ceux de Lent, donc la théorie socio-cognitive, appliquée soit alors le TSCC à la carrière et OSCP à l'orientation scolaire et professionnelle. Je ne rentre pas dans le détail de ce modèle, mais c'est l'idée qu'actuellement, nous avons des modèles théoriques qui tentent de rendre compte des choix que vont effectuer les jeunes lorsqu'ils vont s'orienter, lorsqu'ils vont aller chercher de l'information au métier, lorsqu'ils vont se mettre à s'auto-évaluer par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs expériences. Donc, vous avez des cadres théoriques sur lesquels je vous renvoie pour, si vous voulez, approfondir le sujet. Je suis désolé, je suis un petit peu rapide. J'essaie de garder le timing comme il m'a été demandé. Mais ce qu'on va pouvoir retenir peut-être de cette approche théorique, ce sont 4 domaines sur lesquels les chercheurs ont pointé du doigt ces 4 domaines comme étant impactants sur la réalisation, sur les comportements et donc sur l'ambition scolaire de ces jeunes en orientation, à savoir le premier, qui est le sentiment d'efficacité personnelle. Et ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance qu'a une personne sur sa capacité à atteindre des buts ou de faire face à différentes situations. Cette croyance, on montre qu'elle est corrélée très positivement à la résistance à l'échec. Plus les jeunes vont avoir confiance dans leur propre capacité, dans leur propre, comment pourrait-on dire, cette capacité à pouvoir s'adapter à toutes les situations, plus il y a une résistance à l'échec. De la même manière, François a montré que, et ça on le retrouve également dans d'autres théories de l'apprentissage, des théories motivationnelles, un autre facteur d'engagement et d'ambition, c'est la réussite. Tout ce qui va relever de ce que je qualifierais de pédagogie de la réussite est un élément qui est très engageant et dans les modèles de théorie motivationnelle, plutôt que d'imaginer que ce sont des éléments que ce sont les jeunes qui sont responsables de leur motivation pour pouvoir s'engager et persévérer dans la tâche, ce que nous dit François et d'autres auteurs, c'est que c'est la réussite aux activités, aux expériences, à l'orientation qui va être moteur d'ambition et qui va être moteur de motivation. Troisième point, des travaux autour du niveau de CEP qui montrent que justement les jeunes qui ont des CEP, donc des sentiments d'efficacité personnelle relativement faibles, sont des jeunes qui vont plutôt avoir tendance à se protéger, à éviter de se mettre en défaut. Et donc, on va retrouver des comportements
de sécurisation, de non-engagement, et c'est sur cette dimension qu'il sera intéressant par la suite de travailler. Concernant l'attente des résultats, c'est un autre domaine. On montre que cette attente des résultats, lorsqu'elle est conscientisée, elle va être un facteur d'ambition. L'objectif étant d'informer et de pouvoir vivre les conséquences de ces actes. Et on montre que ça participe de la construction de la connaissance de soi, d'avoir une analyse critique de ces actes. Et cette analyse critique, elle va être pondérée par la comparaison sociale. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans une réussite, si tous les jeunes autour de vous sont dans la même réussite, ça aura un impact moindre que si vous êtes le seul à réussir par rapport aux autres. Et donc, cette attente des résultats est également une dimension qui participe de l'ambition. Et cette attente est régulée par le niveau de CEP, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ensuite, vous avez deux autres dimensions, les obstacles perçus. Obstacles perçus qui peuvent être liés à des problématiques socioculturelles, des problématiques liées au genre, des problématiques liées à la présence d'un handicap. On a montré que cette prise de conscience de ces obstacles pouvait être soit un élément moteur de l'ambition, soit un frein. Et concernant le dernier point, les buts poursuivis, c'est-à-dire ces buts représentent l'ambition de ces personnes à s'engager, se donner les moyens d'organiser, de diriger, de soutenir leur comportement. Vous avez là 4 domaines sur lesquels on pourra éventuellement revenir par la suite, mais qui sont théorisés dans le cadre de la théorie socio-cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, voilà, maintenant que j'ai placé ce cadre, c'est dans cet environnement-là que je vais essayer de vous apporter un certain nombre de résultats expérimentaux en lien avec, ils sont tous corrélés avec le développement d'une ambition scolaire, d'un engagement, d'une persévérance. Et j'ai essayé de les représenter sur cette diapositive et on va les revoir dans le détail. Donc, tout d'abord, le sentiment d'auto-efficacité. Vous avez cité les travaux de Taylor et Betts qui parlent de ces échelles. On peut mesurer, on a des outils pour évaluer ou pour que les élèves s'auto-évaluent dans cette capacité, enfin, dans cette croyance de ce que l'on est capable de faire. Et on montre qu'il y a une corrélation très positive avec l'étendue des choix de carrière, l'intérêt et la préférence pour telle ou telle profession, le fait de suivre et de ne pas décrocher de la scolarité, la persévérance dans les difficultés, la réussite scolaire dans un domaine, voire le choix du milieu culturel lié à la profession dans laquelle on va s'engager. Donc là, vous avez là un nombre très important de champs d'application de ce sentiment d'auto-efficacité. Mais si on va plus loin, on montre que ce sentiment d'auto-efficacité, on peut l'associer avec une estime de soi. Alors l'estime de soi, ça pourrait être le rapport entre les aspirations du sujet et ce qu'il est et ses réussites effectives. Ces deux paramètres sont très souvent l'objet de recherche puisqu'il y a des relations très fortes entre ces deux paramètres et la réussite, l'ambition à pouvoir développer ses compétences. Et je précise dans cette diapo des effets liés au genre, comme je l'ai dit dans le titre de mon intervention, c'est que l'ambition scolaire, elle va être modulée par des facteurs comme cela. Pour le genre, on montre que les filles, en général, ont un sentiment d'efficacité et une estime de soi plus faible, comme on a pu le voir dans certaines études autour des travaux suite à PISA et à TIMSS, avec les filles qui auraient une estime de soi plus faible autour des domaines de la scolarité et du domaine physique. Et ces effets de genre, ces stéréotypes, cette menace du stéréotype, pourrait expliquer des différences d'orientation scolaire, en particulier dans les domaines scientifiques. Concernant les besoins éducatifs particuliers et dans ce champ-là, le handicap, les travaux en particulier de Pierre Humbert ont montré qu'il n'y avait pour ces jeunes-là, il n'y avait pas un impact direct de l'estime de soi, du sentiment d'efficacité, dès lors qu'il n'y avait pas ou peu de comparaison sociale.
à savoir que leur ambition n'était pas freinée lorsqu'il y a eu des études comparées, lorsque ces élèves étaient dans des ULIS, dans des classes spécialisées. Lorsqu'il n'y avait pas de comparaison sociale, on montrait que ces jeunes avaient tout à fait des ambitions réalistes et effectives à pouvoir faire des choix d'orientation scolaire et professionnelle. Par contre, les études montrent que Romy, en particulier Paxad et Nino, que lorsqu'il y a des études comparées de ces élèves à besoins particuliers dans des classes ordinaires, on a un impact négatif sur cette dimension de CEP et d'estime de soi. Tous ces deux paramètres, CEP et estime de soi, ont un effet prédictif des intérêts à la tâche d'orientation et des comportements proactifs. Et vous avez la possibilité d'aller regarder les travaux de Jean-Philippe Caudron, qui est un collègue de l'UT2J, qui a proposé une adaptation française d'échelle de mesures d'auto-efficacité dans l'édition de carrière qui peut être une aide à l'accompagnement. Ces deux paramètres également ont été étudiés par Oudayar, qui évoque une corrélation négative avec le domaine de l'indécision vocationnelle qui pourrait être traduite comme une incapacité d'une personne à exprimer un choix dans une activité différenciée, comme des choix de filière, des choix de domaine d'activité. Alors, corrélation négative, telle que je l'entends, c'est plus le sentiment d'efficacité sera personnel ou le sentiment d'estime de soi sera faible, plus l'indécision vocationnelle sera importante. Et là, je ne développe pas le sujet, mais il y a de très nombreux travaux qui s'y sont focalisés sur le champ de l'indécision vocationnelle ou sur le champ de justement la décision vocationnelle. Vous avez avec des leviers pour accompagner les élèves dans ce point-là. Pour renforcer l'asset, Bandura, à l'époque, et d'autres auteurs aujourd'hui, ont proposé un certain nombre de points sur lesquels vous pourriez vous appuyer, à savoir amener les élèves à rendre compte, à prendre conscience, à surtout se souvenir, parce que souvent il y a cet effet d'oubli assez rapide de ces succès. Tout ce qui est l'ordre de la réussite doit être ramené à une prise de conscience que ce succès, il est intrinsèque, c'est le jeune lui-même qui est responsable de son succès. On verra tout à l'heure que cette notion de contrôle, si on considère que le succès est lié à le coup de chance, c'est lié à on m'a donné la réponse, si on considère que la réussite n'est pas de notre fait, ça aura un effet frein ou négatif sur le CEP. Par contre, dès lors qu'on considère qu'on est responsable de ces actes et de ces succès, ce sont des éléments renforçateurs de la CEP. Et comme je disais tout à l'heure, dès lors qu'il y a un succès, il y a des comportements de comparaison sociale avec les autres jeunes de l'environnement. Et si tout le monde est dans le succès, on aura un effet plus faible au niveau du CEP. Deuxième point, l'observation de personnes en réussite. Il est important c'est ce que Bandura appelle la vicariance, d'avoir des expériences, d'observer d'autres jeunes, d'avoir des référents qui permettent de construire un peu une relation entre les comportements qui vont être proposés, qui vont être actés par les jeunes et le fait que ces comportements ont fait leur preuve, puisqu'on on voit des jeunes en réussite, on voit des adultes en réussite. Donc, c'est un élément, l'idée de pouvoir s'identifier. La personne qu'on va observer, plus elle se rapproche de soi, de sa personnalité, de ses aspirations, plus on pourra se projeter et plus ça aura un effet sur le CEP. Concernant la rétroaction sociale, c'est le fait que d'autres puissent croire que je suis en mesure de réussir. Et donc là également, Bandura montre que tout ce qui est à l'origine des encouragements, du soutien, des rétroactions, va augmenter ces croyances et cette CEP. Et le dernier point, c'est l'interprétation de ces états physiologiques et émotionnels
c'est travailler avec les jeunes sur le fait que avoir des états émotionnels, ressentir du stress, n'est pas un acte de faiblesse, n'est pas, ce n'est pas un élément de vulnérabilité, c'est une réalité de chaque individu. Et travailler sur ses émotions, travailler sur la gestion des émotions, travailler sur la réalité, mettre des mots sur tout ça, alors que dans notre société sont véhiculés ces éléments, en particulier chez les garçons, d'association de cette fragilité dès lors qu'on ressentirait des émotions. Travailler sur ce point-là participerait donc du renforcement du CEP. Il me reste encore quelques minutes pour aborder la question des fonctions exécutives et de la métacognition. Donc, à savoir que les fonctions exécutives, ce sont des processus cognitifs que nous avons tous et toutes à mettre en œuvre dès lors que nous avons besoin de nous adapter. Nous avons besoin de traiter des informations, nous avons besoin donc de réagir à des situations nouvelles. Et dans le cadre de l'orientation, on peut imaginer développer de nouvelles compétences. Pour ce faire, on a besoin, et je les ai cités, de processus qui vont participer à des fonctions de haut niveau, la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, être capable d'inhiber ses pensées pour pouvoir faire des choix, d'inhiber des gestes, contrôler des émotions, la flexibilité cognitive. Toutes ces fonctions exécutives participent de l'ambition, à savoir que vous avez sur ce graphique des jeunes de 13 et 14 ans qui ont été évalués sur leur capacité, leur niveau de fonction exécutive. Et ce que ce graphique nous montre, c'est que sur l'axe horizontal, plus le niveau de maîtrise des fonctions exécutives, d'autocontrôle est élevé, plus on va avoir sur l'axe vertical en trait plein, plus les performances, la réussite scolaire et dès lors les possibilités d'orientation que l'on corrèle avec l'ambition vont être élevées. Et ce que ce travail nous montre, c'est que, comme je le disais en introduction, plus on est capable de se contrôler, et Olivier Houdet, qui est une des personnes à la pointe actuellement en France sur la question de l'inhibition et du contrôle, montre que c'est peut-être un facteur qui est encore plus prédictif que les capacités intellectuelles, cette capacité à se contrôler, à organiser sa pensée. Donc, ce sont des sujets sur lesquels potentiellement on peut travailler. Et là, je vous présente les travaux de Moffitt. C'est une étude longitudinale. Ils ont suivi des jeunes pendant 30 ou 40 ans de mémoire. Et ce que ce graphique montre, rapidement, sur l'axe horizontal, on retrouve cet autocontrôle, cette capacité, ces fonctions exécutives, avoir développé ces fonctions exécutives, sont prédictrices sur la partie B, là, du niveau du statut socio-économique, sont prédictifs des choix et de l'accession au métier qui était désiré, sont prédictifs également de la baisse de problèmes financiers, de la baisse de problèmes de santé, et donc quelque part sont prédictifs d'un bien-être dans l'insertion sociale et professionnelle. Concernant la métacognition, la métacognition étant un ensemble de processus, pareil, qui participent du contrôle de notre pensée, de nos propres raisonnements, de nos émotions, de nos compétences psychosociales, etc. Et là, je cite un certain nombre de résultats qui montrent une forte corrélation du niveau de métacognition atteint. Et donc, vous avez, je cite les travaux de Joël Proust, qui pilote le groupe de travail numéro 5 du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je vous invite à aller voir sur leur site les ressources qui sont mises à disposition et le travail qui a été fait autour de la métacognition. Et vous avez également une entrée très forte sur la relation que l'on peut avoir à maîtriser sa pensée sur le développement du CEP. D'ailleurs, à une époque, il y a 20 ans, on considérait que ce sentiment d'efficacité personnelle pouvait être un des éléments de la métacognition, mais également que plus on développait de capacités métacognitives, plus, et c'est l'ensemble des points qui sont cités sur cette diapositive,
plus on développait de motivation et de buts de motivation efficaces, efficients chez les sujets. Et plus on développait de métacognition, moins on était sensible à des effets, à des émotions négatives qui pouvaient être un frein à développer les ambitions. Dernier point sur les résultats expérimentaux, l'entrée par les locus de contrôle et théorie de la motivation, ce sont des concepts qui sont soit issus de la psychologie sociale, soit de la psychologie cognitive. Le locus de contrôle est un concept qui veut qu'on attribue aux événements de la vie soit des raisons qui sont personnelles, on parle de locus interne, soit des raisons externes à nous, on parle de locus externe, de la même manière qu'au niveau des théories motivationnelles, on a des buts intrinsèques, donc de développement, ou des buts extrinsèques, on va agir pour répondre à des contraintes extérieures. Et dans les deux cas, on a des résultats qui tendent à aller dans le sens de plus on a de locus interne, plus on a une motivation intrinsèque développée, plus on va aller dans le sens d'accroître son ambition scolaire, appliquée à l'orientation, mais également son ambition à s'engager dans les activités. Et donc, vous avez là des résultats comme l'adaptation dans l'enseignement supérieur, les travaux d'Askelmeyer, lorsque le locus interne est très développé, une meilleure orientation professionnelle, une meilleure satisfaction professionnelle. C'est intéressant parce que ce choix de la meilleure orientation professionnelle serait lié au développement, Patton a montré ça, entre autres, au développement de cette association entre l'effort consenti et le résultat positif. Et donc, Rothwell est allé dans ce sens-là avec des travaux autour de l'ambition et le locus de contrôle interne, avec une relation très positive. Plus le locus interne est développé, plus l'ambition, au sens de l'engagement, va être forte. Et également sur la droite, l'attribution causale, l'idée que vous avez là le modèle de motivation scolaire, de la dynamique de motivation, avec un certain nombre de paramètres qui pourraient expliquer l'engagement et la persévérance des élèves à s'orienter. Et on voit là que ce qui va pouvoir influer cet engagement, c'est la perception, c'est le sens qu'on va donner à l'activité, c'est le sentiment de la perception de sa propre compétence. On retrouve le CEP, mais surtout la perception du contrôle. Et on retrouve cette idée de contrôle. Plus l'élève va avoir un sentiment de contrôler ses actions, plus il va s'engager, plus il va persévérer. Et ce qui est très important dans ce modèle, et on retrouve, c'est la performance, c'est la réussite. C'est que quels que soient les facteurs qui peuvent être influés sur l'action de ces jeunes, c'est être en réussite semble être un des leviers les plus importants. Et ça peut être une piste à poursuivre. Il me reste une petite minute. Donc là, je vais juste introduire les travaux des collègues qui vont suivre. C'est que de tous ces travaux se sont développés une formalisation en termes de compétences. Et comme l'a dit Anne Viadieu, voilà, dans le référentiel des compétences à s'orienter, on va découvrir un certain nombre de compétences autour de l'apprendre à se connaître, donc qui vont renvoyer au développement de cette métacognition, au développement de ce contrôle de soi, de cette estime de soi. Et juste citer, vous avez également dans le champ des compétences les travaux de l'OCDE entre 2020 et 2022, donc qui vont donner lieu à des évaluations cette année avec 12 compétences qui avaient été décrites et expérimentées comme participant, favorisant l'orientation scolaire des élèves, mais également, sous-entendu, participant au développement d'une ambition à pouvoir réussir cette orientation. Et je termine avec cette expérience. Donc, le terme soft skills est souvent employé, c'est une partie des life skills sur ces compétences qui participeraient, des compétences qui nous sont
qui sont non académiques, mais dont l'entraînement et la formation des élèves permettraient une meilleure adaptabilité, de meilleur engagement dans le champ de l'orientation. Et ce que je voulais simplement vous dire, vous avez ici listé ces compétences. En bleu, les auteurs ont montré quelles étaient les compétences qui caractérisent l'orientation, et en rouge, les compétences qui caractérisent l'employabilité, qui est également un concept très fort actuellement dans le champ de l'orientation. Et donc, ce qu'il montre, c'est que parmi les compétences les plus importantes sur l'orientation, il y a la communication et la prise de décision. Donc, c'est ces deux compétences qui demandent, enfin, dans ces travaux qui étaient donc ce sont des 270 entretiens sur 5 ans auprès de jeunes qui ont participé à cette expérience. Et ce qui ressort, donc, ils étaient évalués sur qu'est-ce qui, à leur avis, était très important dans l'orientation. Donc, communication et prise de décision. Ensuite, on trouvait les compétences intrapersonnelles, métacognitives, savoir se connaître. On trouvait ensuite les compétences interpersonnelles, qui sont en lien avec la communication, à savoir tout ce qui relève de l'empathie, tout ce qui relève de la capacité à percevoir les intentions chez l'autre, et puis le travail d'équipe, la résolution de problèmes, l'adaptation aux nouvelles situations, la créativité et le leadership. Et donc, un mot de conclusion serait que j'ai essayé de montrer en quoi vous avez à disposition de nombreux facteurs personnels, de nombreux facteurs humains qui ne sont bien sûr pas spécifiquement développés dans le champ scolaire, mais sur lesquels on peut agir pour ce défi qui est de permettre à chaque élève d'accéder à une réussite, qu'elle soit dans le champ de l'école ou dans le champ de l'accession à la profession rêvée. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-François pour cette présentation très intéressante. Je pense qu'elle va susciter des questions. Philippe Lemistre, vous pouvez prendre la parole. Ah, pardon, Jean-Claude. J'entends pas très bien, en fait. Oui, je voulais faire quelques remarques. Moi, je suis Philippe Lemistre, je suis sociologue au CEREC et au CERTOP, et je voulais pas amener une discussion entre approche cognitive et sociologique, mais plutôt poser des questions en termes de, puisque le cadre est celui des politiques publiques ici, quels étaient les objectifs en termes de politique publique liés à tous ces résultats qui nous ont été proposés, quel levier d'action vous voyez par rapport à tous les constats que vous pouvez faire. J'avais aussi, alors après j'avais quelques remarques aussi là un petit peu plus disciplinaires sur le dernier point que vous avez aussi abordé, qui est celui des soft skills. Bon, c'est une manière, les soft skills. Alors moi, j'ai travaillé pendant quelques temps avec les économistes qui ont beaucoup travaillé ces questions aussi, mais c'est aussi une manière, les soft skills, de faire basculer des effets collectifs sur des responsabilités individuelles. Et donc, l'idée, ce que je voulais demander, c'est dans votre approche, est-ce que finalement les soft skills, elles sont innées, acquises, socialement construites? Comment on peut les considérer pour ramener un petit peu les choses vers des perspectives un petit peu plus globales, un peu plus liées aux facteurs sociaux, démographiques, que ne l'est une approche totalement psychologique qui a évidemment beaucoup d'intérêt en soi, mais qui parfois éloigne un petit peu des dimensions collectives et donc des politiques publiques, si ce n'est de politiques publiques qui poussent à l'autonomie individuelle dans des cadres peu collectifs. Voilà, bon, c'est un petit peu caricatural, mais c'est des débats un peu habituels. Merci. Je vais essayer de répondre d'abord à la deuxième question. En effet, vous avez noté l'impact de nos champs disciplinaires sur la réponse. Donc, au-delà de cette dimension politique qui pousserait à une autonomie individuelle aux dépens du groupe, c'est vrai que l'approche en psychologie cognitive, elle renvoie et elle a mesuré, c'est ce que j'ai essayé de montrer, que nous sommes tous
liés, enfin, tous possesseurs de processus mentaux qui participent de cette adaptabilité. Mais nous avons également tous des processus que l'on classerait dans les compétences psychosociales. Et là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas su trouver, enfin, dans les choix que j'ai faits en 30 minutes, j'ai plutôt axé sur des processus individuels, dans l'idée que ces jeunes doivent... Enfin, il y a des résultats qui montrent qu'un jeune peut être plus adaptatif s'il a plus confiance en lui, s'il a une vision analytique et critique de son propre fonctionnement. Donc, j'ai ce parti pris. Mais il n'empêche qu'il y a de très nombreuses approches, le modèle théorique socio-cognitif, approches interactionnelles qui vont participer, qui vont soutenir le développement de ces jeunes. Donc, c'est vrai que c'est un choix théorique que j'ai fait lors de cette intervention, mais vous avez raison de noter qu'on aurait pu aborder la question de l'ambition par le prisme du travail collectif, de la collaboration. D'ailleurs, si on regarde les dernières publications du CNESCO concernant l'évolution dans les champs d'apprentissage, l'évolution dans la professionnalité enseignante, on parle de co-intervention, on parle de collaboration, de coopération, et toutes ces activités participent également à leur niveau de cette adaptabilité et potentiellement de développer l'ambition chez chacun. Voilà la réponse que je pourrais faire. Après, sur le premier élément, pardon, sur la première partie de votre question, vous parlez de quelles activités ou quelles traductions effectives en termes de politique pourraient traduire ces résultats. C'est le travail des professionnels, par exemple en psychologie, autour d'accompagner ces jeunes à apprendre à se connaître. Mais je pense que les collègues tout à l'heure vont développer ces aspects-là, donc de modalités d'intervention auprès des jeunes, non pas sur des aspects d'orientation, mais plutôt sur des aspects d'introspection. Donc, accompagner les jeunes à l'introspection et au travers, pourquoi pas, de travail de groupe, d'échanges, d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à travers d'autres compétences interpersonnelles qui vont participer à sortir d'un jugement à l'emporte-pièce sur les capacités, les compétences liées à l'environnement socioculturel, qui est lié, je pense, à des travaux autour de l'effet établissement dans la capacité à ambitionner certaines orientations scolaires. Donc, pour pouvoir sortir de ce domaine-là, avoir des compétences métacognitives bien plus fortes permettrait d'avancer plus sûrement dans cette démarche d'orientation. Merci. Céline, il y a des questions sur la discussion? Oui, alors il y a deux questions. Une première, et les personnes qui les ont posées peuvent compléter si elles le souhaitent. Une première question de Madame Alary qui souhaitait quelques précisions concernant le concept de sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est une première question. Et la seconde, posée par Madame Ballester, directrice de CIO, sur quelles pourraient être, de votre point de vue de chercheur, des pistes d'action prioritaires pour renforcer le sentiment d'efficacité des élèves sur les apprentissages et l'orientation. D'accord. Alors, si je veux revenir sur le CEP, donc c'est un concept qui a été exprimé par Albert Bandura concernant cette caractéristique personnelle que chacun construit une croyance ou un jugement que l'on porte sur soi-même, sur sa propre valeur,
lorsqu'on réalise une tâche, lorsqu'on réalise une activité, on va construire, on peut questionner, on peut évaluer, on peut mesurer cette croyance que l'on porte sur sa capacité à réaliser telle ou telle tâche. Donc, c'est une formalisation d'un concept qui semble, et j'ai essayé de le montrer au travers de nombreuses expériences, qui va influencer l'engagement et la persévérance à réaliser des activités. Donc, quelle que soit la tâche liée à cette croyance, il va y avoir les expériences passées par rapport à cette tâche qui vont venir aussi renforcer. Il y a le regard des autres, tel que je l'ai montré. Il y a cette croyance à s'engager va être aussi modulée par le fait d'avoir reçu des encouragements, d'avoir été accompagné, d'avoir été modelé, c'est-à-dire d'avoir pu observer des personnes à réaliser ces tâches. Tous ces éléments vont participer à construire, si on pouvait le résumer, à une certaine confiance en soi. Donc, le terme de CEP, on pourrait le renvoyer à... le terme de CEP est plus, on pourrait dire, ce sont des informations qu'on va conserver des différentes activités, donc sur des choses spécifiques et de manière plus globale. Au niveau de l'individu, on pourrait parler alors d'estime de soi, de confiance en soi. Donc la confiance en soi rend compte d'un rapport de l'individu à des domaines. Le sentiment d'efficacité renvoie à des activités plus spécifiques. Voilà pour le point sur la CEP. Je ne sais pas si, Madame Allary, j'ai pu répondre à votre interrogation. Et des pistes d'action prioritaires, les travaux sur le sujet de comment renforcer le CEP, je les ai présentés sur une des diapositives. En fait, ces thématiques ont été l'objet d'expérience qui est venu confirmer, qui est venu valider. Donc, si on veut renforcer le CEP, on mettre les élèves dans une forme de pédagogie de la réussite, au sens où, lorsqu'ils vont avoir des expériences positives, va déclencher dans leur cerveau, alors, Monsieur le ministre va peut-être réagir, mais là, je vais mettre une casquette de neuroscientifique, l'histoire de la libération de dopamine. Toute expérience positive entraîne une libération de dopamine dans le cerveau que l'on associe à une sensation, un sentiment de plaisir, de valeur positive, et dans notre cerveau va augmenter la probabilité que l'on aurait de reproduire ces gestes, ces actions. Donc, faire vivre aux jeunes des expériences positives, donc dans le cadre de l'orientation, dans le cadre de l'adéquation entre leurs actions et une analyse des résultats comme un objet positif, c'est une entrée qui peut être intéressante. Ensuite, ce qu'on appelle le modelage, ça permet de développer le sentiment d'efficacité. Toutes les situations que l'on va permettre aux jeunes d'observer, je pense à des vidéos, les vidéos métiers, je pense à des situations où les jeunes peuvent aller en stage, peuvent aller observer des professionnels en action, tout ce qui va, ou sur des tâches spécifiques, hein, va participer à développer ce sentiment d'efficacité. Et bien sûr, dans ces situations, on parle d'écoute ou d'observation active, ou dans laquelle on n'est pas seulement récepteur d'informations, mais on va la traiter, on va la mettre en perspective, on va devoir l'analyser, on va devoir se comparer pour pouvoir développer ce sentiment. Tout ce qui va être de l'ordre du feedback. D'ailleurs, vous avez des travaux de John Hattie, qui a réalisé de nombreuses méta-analyses de tout ce qui marche, de tous ces gestes professionnels dans l'environnement
scolaires, parmi ces gestes professionnels qui ont un impact très positif sur l'engagement des élèves, il y a le feedback. Donc, tout ce qu'on va renvoyer, ça, on pourrait faire le lien avec les théories behavioristes. L'idée que ce que l'on va renvoyer à l'élève, dès lors que ces feedbacks sont de nature positive, va renforcer le lien qu'il y a entre telle activité et des éléments de motivation. Et le dernier point, c'est un travail introspectif sur les émotions. C'est-à-dire la capacité à mettre des mots sur ces émotions en lien avec les activités du quotidien, en lien avec les activités d'orientation, avec la projection dans le futur, les inquiétudes, les angoisses. Arriver à mettre des mots, arriver à pouvoir se positionner par rapport aux émotions ressenties, dans la mesure où les émotions ont pour vocation elles ont une caractéristique adaptative. Si on les possède, si on a des structures cérébrales qui nous permettent de ressentir des émotions, d'analyser les émotions chez autrui, c'est qu'elles ont cette fonction adaptative pour pouvoir faire des choix. Et donc, considérer que ces émotions, alors là, j'entends bien qu'il peut les influences socioculturelles, les influences expérientielles viennent moduler la manière que l'on a de traiter ces émotions, mais considérer que les émotions ne sont pas caractéristiques de fragilité, de faille, mais justement des éléments, peuvent être des éléments de force, participent à développer cette. Voilà ce que je pourrais répondre dans le temps qui est imparti sur des entrées. On va peut-être reprendre la question de Casagrande. Oui, de Mme Casagrande, Madame oui, Casagrande. effectivement. Vas-y. Qui interrogeait la pertinence, si effectivement la comparaison sociale ou entre élèves ne facilite pas le CEP, la pertinence de continuer à classer des élèves en fonction du rang. C'est ce qu'elle interrogeait. D'où la politique du développement des compétences dans le champ scolaire, entre autres, pour essayer de limiter ces comparaisons. La note est un élément de comparaison et s'abstenir de passer par une note lors d'évaluation summative. Alors là, dans le cadre de la classe, si je comprends bien la question, classer les élèves en fonction du rang, on ne peut pas échapper à cette caractéristique de pouvoir, pour s'identifier, nous sommes en particulier on le retrouve chez les adultes, mais chez les adolescents, c'est très caractéristique du développement, de la construction de cette nouvelle identité d'adolescent, de futur individu, d'un individu en construction. Et un des leviers, au-delà des informations internes qui nous construisent, mais il y a la comparaison sociale. Et voilà, les résultats, on va dire, expérimentaux tendent à proposer de limiter cette comparaison, mais on est sur des groupes humains, mais peut-être que M. le ministre peut compléter cette réponse sur la place du groupe et l'idée qu'on ne peut pas s'empêcher ou supprimer toute comparaison qui en effet a des effets et un impact sur l'ambition de certains élèves.